FM. La Générale. La Générale. La Générale. Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. Vous suivez la Générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter ensemble avec Karine Diagui. Karine, bonsoir. Bonsoir Louis Chabalo. Quelles sont les grandes articulations de ce journal? Au sommaire de cette édition, le ministre de l'Intérieur met en garde les auteurs de bavures policières au Bénin. Alassane Seydou a annoncé des sanctions sévères contre tout agent de la police républicaine qui se rendrait coupable de bavure. Décision prise lors d'une réunion d'urgence tenue avec la hiérarchie de la police ce mardi 26 novembre. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, le décret instituant le Collège des ministres conseillers à la présidence de la République soulève des inquiétudes quant à sa conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme. À cet effet, 5 juristes demandent à la CADHP de déclarer contraire à la Constitution le fameux décret pour discrimination. Les détails sont à suivre. Et puis, un nouveau responsable à la tête de la direction régionale Borgo de la Société béninoise d'énergie électrique. Son nom, Soumaïla Ouorou Yakasoro. Il a pris fonction il y a une semaine et dans cette édition, il reviendra sur ses priorités et ses ambitions à la tête de la structure. Merci Karine. Les auditeurs suivront aussi bien d'autres informations. Les nouvelles sportives, c'est à l'échelle continentale et dans les 5 dernières minutes, vous aurez droit à la revue de presse nationale. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes mardi 26 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous le journal. La Générale. Geoffroy Tolia sur la mise en onde de l'édition. L'affaire Faisal Ouorou, le jeune étudiant de 25 ans mort suite à une supposée bavure policière à Parakou, occupe toujours la une de l'actualité au Bénin. Suite au communiqué du DG de la police républicaine, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a également réagi. Karine Diagui. Effectivement, les agents de police auteurs de bavures sur les citoyens seront désormais sanctionnés. C'est l'essentiel à retenir de la rencontre initiée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avec le haut commandement policier. Cette rencontre fait suite au décès de Faisal Ouorou à Parakou lors d'une intervention de la police. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé que tout policier responsable de la mort d'un citoyen au cours d'une interpellation fera l'objet de sanctions maximales. Le ministre a par ailleurs dénoncé des comportements de certains agents de police qui ternissent l'image de la police républicaine. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qu'on écoute. Ces derniers temps, nous avons enregistré des bavures policières à l'intérieur du pays, ce qui est tout à fait inacceptable. Nous avons constaté que certains agents de la police ont des comportements qui sont en porte-à-faux par rapport aux valeurs que la police républicaine veut promouvoir. Nous avons dit que la police républicaine est une police de proximité, une police intégrée, une police qui collabore avec les populations et une police qui promeut la coproduction de la sécurité. Alors, si des agents de cette police-là se livrent à des bavures policières, alors il y a problème. Il y a véritablement problème. C'est pour cela que nous avons invité les principaux responsables du secteur pour échanger avec eux et voir ce qui se passe au niveau opérationnel. Ce qui est clair, nous avons, à la fin de nos échanges, abouti à un diagnostic. Le diagnostic est que, au niveau opérationnel, il y a une mauvaise organisation, c'est-à-dire un mauvais encadrement des agents. Donc il y a une amélioration à apporter à ce niveau-là, à la tête des unités territoriales, c'est-à-dire au niveau des communes. Il faut qu'il y ait un meilleur encadrement. Il faut que la désignation des agents pour accomplir des missions tiennent compte de leur capacité réelle et aussi de leur profil. Il ne faut pas désigner n'importe qui pour accomplir n'importe quelle mission.
Les sanctions qui seront désormais prises contre les agents de police auteurs de la mort d'un citoyen vont d'un arrêt de rigueur de 60 jours à des peines de poursuite pénale. Ces derniers seront aussi traduits devant une commission disciplinaire qui va décider de leur radiation de l'effectif de la police ou non. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rassure les populations béninoises que la police reste engagée à protéger leurs biens conformément à son engagement. On écoute Alassane Seydou. Nous avons décidé de mettre aussi un accent sur les sanctions. C'est-à-dire désormais, un agent qui va se rendre coupable de la mort d'un paisible, d'un honnête citoyen, doit pouvoir en répondre. On va lui appliquer la sanction maximale, c'est-à-dire 60 jours d'arrêt de rigueur. Il va passer devant un conseil de discipline qui va prononcer la radiation, et ce, sans tenir compte de la peine pénal qui sera prononcé par le juge. C'est dire qu'il sera traduit en justice. Il va répondre de son acte. Toutes ces mesures vont nous permettre certainement de reprendre la situation en main et d'améliorer les capacités de notre police. Il faut par ailleurs reconnaître quand même que, en dehors de ces cas de bavure qui sont dus au mauvais comportement de certains agents déviants, la police, pour l'essentiel, fait quand même le travail sur les populations reconnaissent cela. Mais ce n'est pas une raison quand même pour qu'il y ait des bavures. Ceux qui vont se rendre responsables de ces bavures-là vont en répondre d'abord au plan administratif, c'est-à-dire par rapport à la gestion de leur carrière, et aussi au plan pénal. Les populations peuvent compter sur le gouvernement. Nous sommes en train de travailler, nous allons redoubler d'efforts pour que la sécurité soit vraiment un acquis dans notre pays. Dans la même veine, ce mardi 26 novembre, les autorités se sont rendues au cimetière musulman de Parakou où repose le défunt depuis le mercredi 20 novembre dans le but d'exhumer son corps. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'enquête judiciaire supervisée par le procureur de la République après le tribunal de première instance de première classe de Parakou. Selon les informations, cette étape vise à permettre des analyses complémentaires sur le corps de Faïsal afin de déterminer avec précision les causes de son décès. Le décès de ce jeune homme interpellé par des agents de la police républicaine avait suscité une vive émotion et une large indignation sur les réseaux sociaux. Face à la montée des critiques, la police républicaine avait exprimé sa compassion et annoncé l'ouverture de 2 enquêtes, une judiciaire et une administrative. Dans la suite de cette édition, Soumaïla Ouourou Yakasoro est le nouveau directeur régional de la SBEE. Au détour d'une interview accordée à la rédaction, il dévoile ses priorités. Justement, Soumaïla Ouourou Yakasoro a pris fonction en début de semaine dernière. Une semaine après son entrée en fonction, le tout nouveau directeur régional de la SBE dans le Borgou parle de ses priorités à son nouveau poste. Au détour d'une interview à nous accorder, Soumaïla Ouourou Yakasoro ambitionne redonner une nouvelle dynamique à la structure. Il entend améliorer la qualité des services offerts aux clients et aux populations de sa zone de compétence. Soumaïla Ouourou Yakasoro précise que la SBE sous direction va remplir sa partition dans les tâches à elle confiées. On écoute le directeur régional Borgou de la SBE. Ce que je voulais, le message qu'il y a dit, je suis nommé, je suis envoyé ici juste pour les servir, pour répondre à leurs besoins. C'est vrai, ils n'ont qu'à s'acquitter de leurs droits et à moi de faire mon devoir. Donc, je ne suis pas ici pour faire le patron, je suis ici pour les servir, pour répondre à leurs préoccupations, gérer leurs plaintes et jusqu'au moment où ils seront satisfaits. Me rapprocher plus de la clientèle. Au fait, c'est la vision de la SB2E. En temps, c'était un peu éloigné de la population, de nos abonnés, mais actuellement on a décidé de se rapprocher pour mieux nous occuper de leurs plaintes, pour mieux plus les servir et pour qu'ils soient mieux satisfaits. Nous voulons faire en sorte qu'on lise dans leur visage la joie de vivre avec le courant électrique bien sûr, qu'ils sachent qu'il y a un changement qui est arrivé. Le gouvernement a déjà pris en compte tous ces endroits qui présentement n'ont pas d'électricité. Il y a des projets en cours, il y a des projets qui sont déjà en phase d'exécution. D'ici là, la population va s'en rendre compte que bientôt les poteaux seront posés. D'autres projets sont en études, d'autres projets sont en phase des études, bien sûr, comme je viens de le dire. Je pense que d'ici là, toutes les zones seront couvertes, il n'y aura pas de problème. Soumaïla Ouourou Yakasoro qui précise que sous sa direction,
eh bien, l'entreprise va remplir les partitions et notamment les tâches à elle confiées. Le directeur régional de la SBE appelle les abonnés de la structure à jouer également leurs partitions en s'acquittant de leurs obligations. On l'écoute pour plus de détails. Ce qui va changer, c'est d'abord la qualité du service. Nous allons essayer d'améliorer le maximum la qualité du service, réduire le délai d'exécution de chaque action. Ça veut dire l'abonnement, le devis et puis la pose des compteurs. Nous allons essayer de réduire les délais parce que c'est de cette manière que nous pensons quand même nous y prendre pour quand même leur donner la joie de vivre avec le corps. Précisons deux choses. Il y a deux sortes de coupures. Là, les coupures dues à la CEB, la fourniture elle-même. Là, des coupures dues à la maintenance du réseau. Nous avons mis tout en place pour la mise en conformité de nos réseaux. Je crois que actuellement nous sommes en train de faire la maintenance préventive pour que nos réseaux ne souffrent pas de panne. Voilà. Donc nous allons faire un état des lieux et voir là où ce n'est pas bon, on va essayer d'améliorer. En fait, la population a plusieurs gammes de paiement. Ces factures, ils peuvent venir payer au guichet ou payer par SMS, comme vous l'avez dit, électroniquement, ou bien aller payer à la banque. Donc, il a toutes ces gammes qui sont là. Je crois que nous allons essayer de faire l'état des lieux et voir et améliorer là où ça ne va pas. On va poursuivre cette édition et parler cette fois de la mise à la retraite d'office des policiers et douaniers. La Cour constitutionnelle valide les lois mais se déclare incompétente sur leur application. Les lois relatives à la mise à la retraite d'office des fonctionnaires des forces de police, des douanes et des services des eaux, forêts et chasse, validées par la Cour constitutionnelle. Ces recours ont été déposés par des citoyens contestataires des dispositions des lois relatives à la mise à la retraite d'office après 20 ans de service sans les garanties procédurales habituelles. Les requérants ont remis en cause la constitutionnalité des articles 167, 163 et 165 des lois régissant les statuts des fonctionnaires de la police républicaine, des douanes et des eaux, forêts et chasse. Ils soulignent que ces tests permettent une mise à la retraite sans préciser les critères d'application, ce qui pourrait entraîner des décisions arbitraires allant à l'encontre du principe d'égalité devant la loi. Ils déplorent également l'absence de mesures de protection comparables à celles des sanctions disciplinaires. Après examen des arguments des différentes parties, la Cour constitutionnelle a validé la constitutionnalité des articles en question, mais a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur les conditions d'application de ces lois. Et pendant ce temps, malgré la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin validant un décret controversé, plusieurs juristes ont décidé d'introduire une plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le décret en question, pris le 9 janvier 2024, institue un collège des ministres conseillers à la présidence de la République, mais soulève des inquiétudes quant à sa conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l'homme. Les juristes contestataires soulignent que le décret contrevient à l'article 26 de la Constitution qui garantit l'égalité de tous devant la loi et à l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme qui assure à chaque citoyen le droit de participer librement à la direction des affaires publiques. Selon eux, le décret impose des conditions discriminatoires en exigeant que les ministres conseillers soient proposés exclusivement par des partis politiques soutenant la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, ce qui enfreint le droit à une participation politique libre et égalitaire. Ce journal se poursuit, mais avant on marque une pause. La Générale. Le quotidien Fraternité se prépare plutôt à la célébration de ses 25 ans d'existence. Ulrich Abalo. 1999-2024, ça fait exactement 25 ans maintenant, Karine Diegui, que le quotidien Fraternité paraissant à Cotonou, précisément au quartier Ménotin, a vu le jour. 25 ans après, les responsables de l'organe prévoient une célébration pointe de solennité et preuve de la satisfaction du chemin parcouru. En prélude à l'événement prévu pour être marqué avec faste, la rédaction de Radio Fraternité, appartenant au même groupe de presse que le quotidien, vous propose une série de reportages pour vous replonger
dans l'historique du parcours du leader, bien entendu, de la presse écrite dans le paysage médiatique béninois. Dans ce cadre, Adrien Tchomakou nous a accordé une interview. Selon les détails à nous apportés par ce dernier, le quotidien Fraternité existe grâce à la volonté manifeste de deux acteurs importants de la vie sociopolitique nationale. Il s'agit de El Hadj Issa Saleh Salifou et de Malik Gomina, à qui il tient avant tout à rendre un vibrant hommage. On écoute Adrien Tchomakou. Il est le président du comité d'organisation des 25 ans d'existence de l'organe. Premièrement, je voudrais rendre hommage à Issa Salifou, qui est le PDG du quotidien Fraternité. Rendre ensuite hommage à Malik Gomina, qui est le directeur général du groupe de presse Fraternité. C'est vrai, vous pouvez me dire qu'ils sont des acteurs politiques et que ils sont de l'autre côté à l'Assemblée nationale pour défendre l'intérêt national, mais il aurait fallu que Issa Salifou tienne la main de Malik Gomina, que Issa Salifou crée le quotidien Fraternité pour que des milliers de jeunes puissent en bénéficier, pour que le peuple béninois puisse savoir réellement ce qui se passe en République du Bénin. Il aurait fallu que cette entreprise de presse soit créée afin que le peuple béninois ne prenne connaissance quotidiennement et presque tous les jours l'information, la vraie information, l'information réelle, l'information qu'il fallait, l'information qu'il faut suivre. Il faut dire que, selon l'histoire, c'est Issa Salifou qui, dans l'optique de porter désormais la voix des sans-voix, a pensé à la création de cet organe de presse. Fraternité, en réalité, c'est d'abord la voix des sans-voix. C'est Fraternité qui porte l'information que des gens ont peur d'avancer. Celui qui est également le directeur de publication du quotidien Fraternité a ensuite relaté les circonstances de la création du journal et son élogieux parcours parsemé de professionnalisme et d'abnégation, mais également de difficultés inhérentes à toute activité. Adrien Tchomakou y voit un parcours exceptionnel qui mérite d'être salué, mais également célébré. Reçu dans les locaux de Radio Fraternité, dans le cadre des préparatifs de cet anniversaire, il a surtout remercié les différents acteurs intervenant à tous les niveaux de l'organe, car les performances de l'organe à l'honneur et sa notoriété sont dues au travail acharné abattu par chacun de ceux qui ont appartenu à la rédaction. On écoute Adrien Tchomakou pour plus de détails. Parlant de l'historique de Fraternité, il faut noter que c'était un 1er décembre, plus précisément le 1er décembre 1999, que le premier numéro du journal Fraternité a été laborieusement publié, a été laborieusement mis sur le marché, a été laborieusement envoyé dans nos kiosques. Il faut avouer que pendant ce temps, jusqu'à ce jour, ça fait 25 ans. Et pendant ces 25 ans, beaucoup de choses se sont passées. D'abord, il faut dire que sous l'acropole de Guy Quenom, qui fut le premier directeur de publication de cet organe de presse, du quotidien Fraternité, qui aujourd'hui constitue le label de la presse béninoise, il faut dire que c'est toute une équipe. C'est toute une équipe rompue à la tâche. C'est une équipe déterminée à servir l'information crédible au peuple béninois. C'est une équipe qui, pendant 25 ans, ne cesse de servir convenablement la nation béninoise. 25 ans sans interruption, c'est le thème retenu dans le cadre de la célébration de cet événement. Un thème évocateur du parcours exemplaire et sans trêve des activités du quotidien de Menottin. Suivez dans nos prochaines éditions l'intérêt du choix de ce thème de célébration et le programme complet concocté dans ce cadre. On va poursuivre cette édition. Le ballet des ministres devant la commission des lois de l'Assemblée nationale se poursuit. Sam Seydou Adambi a défendu à son tour un budget de plus de 200 milliards de francs CFA. Effectivement, Ilori Chabalo, ce lundi, ce sont les ministres de l'eau et des mines, celui de la justice et de la législation, puis enfin celui en charge des petites et moyennes entreprises qui ont défendu le budget pour l'année 2025. Le ministre de l'eau, Sam Seydou Adambi, a défendu un budget ambitieux de 203 milliards 146 millions 170 526 francs CFA. Ce montant en hausse de 22,41% par rapport à 2024
marque une augmentation significative des investissements dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines. Pendant ce temps, le ministre de la Justice, Yvon Detchenou, a défendu un budget de 37 655 467 244 francs. Un budget en hausse qui est destiné à l'amélioration de l'accès à la justice à travers la construction des juridictions et établissements pénitentiaires ainsi que la dématérialisation des services. Le budget établi par le ministère de la Justice vise aussi la poursuite de l'équipement des services et les unités judiciaires en matériel informatique et logistique, la réorganisation fonctionnelle des unités judiciaires et le renforcement des ressources humaines. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi Modeste Kérékou a quant à lui défendu un projet de budget qui s'élève à 20,44 millions de francs CFA, soit une augmentation de 10,54 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Cette hausse vise à renforcer le projet d'inclusion des jeunes prodiges et le projet d'appui à l'entrepreneuriat au Bénin. Ce journal se poursuit cette fois-ci avec les nouvelles sportives. Oui, on parle sport avec vous, Jacques Degbé, bonsoir. Bonsoir, le Richard. Le Cannes 2025 pour démarrer, la CAF répond à la Guinée. Oui, une semaine presque après le dépôt de sa plainte visant à la repêcher pour la Cannes 2025 aux grandes dames de la Tanzanie, dont elle espère la disqualification. Eh bien, la Guinée a reçu une première réponse de la Confédération africaine de football dans un communiqué rendu public ce mardi. La Fédération guinéenne de football a indiqué avoir reçu ce même jour un courriel de la CAF disant avoir pris note de sa réclamation. La CAF a précisé qu'elle tiendra informée des suites qui seront données à cette réclamation dès que possible, a-t-elle donc ajouté. La Fédération guinéenne de football s'attend à ce que la CAF dise le droit et invite le public sportif à la sérénité, a conclu donc la note officielle. Selon les rumeurs, à prendre avec beaucoup de pincettes, eh bien, la CAF se serait contentée de sanctionner la Tanzanie d'une amende de 50 000 € sans pour autant disqualifier le pays. Une information qui, et si elle se confirme, résonnera comme un coup de massue sur la tête du Sili national qui a déjà entravé la gorge sa disqualification de la CAN de moins de 17 ans pour fraude sur l'âge. Soirée Ligue des Champions en Europe. Pendant ce temps, les premiers matchs ont démarré. 2 matchs sont actuellement en cours, le Richard Ballot. Il y a le Milan AC qui joue actuellement sur la pelouse du Slovan Bratislava. Le score est d'1 but partout alors qu'on s'approche de la fin de la première mi-temps. Pendant ce temps, l'Atlético Madrid mène sur le terrain du Sparta Prague, 1 but à 0 tout à l'heure à partir de 21h. 7 autres matchs sont au menu dans le choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Manchester City de son côté accueille le Feyenoord pour oublier. Et essayez d'oublier ces 5 défaites d'affilée précédentes. À suivre également Sporting Portugal, Arsenal, Bayer Leverkusen, Salzbourg, le FC Barcelone qui accueille Brest, Young Boys Atlético et Inter Milan. Leipzig sont également au menu. Merci Jacques Degbé, c'était l'actualité sportive. Après vous, les nouvelles du continent. Karine Degui avec vous, on fait un tour sur le continent et on démarre par cette information. 1 millier de personnes arrêtées dans 19 pays d'Afrique lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité. Effectivement, 1 millier de personnes ont été arrêtées dans 19 pays d'Afrique lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité, a annoncé ce mardi 26 novembre 2024 Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle a mené cette opération avec Afripol de début septembre à fin octobre. Une opération qui a également permis de démanteler un grand nombre de réseaux malveillants. Il s'agit de 134 000 infrastructures au total. Ce sont les réseaux et criminels à l'origine de logiciels de rançon, de compromission, de courriels, d'extorsion numérique et d'escroquerie en ligne qui ont été ciblés lors de cette opération. Pendant ce temps au Nigeria, Karine Djegui, au moins 30 civils sont tués dans une série d'attaques dans l'état de Benue.
Le drame s'est déroulé du samedi au lundi dernier dans l'est de Bénou, situé au centre du pays. Les communautés de la région de Logo ont été particulièrement touchées par ces violences. Des centaines d'hommes armés ont envahi plusieurs villages, ouvrant le feu sur les habitants et les agriculteurs travaillant dans leurs champs. Selon Justine Chakou, président de la région, les assaillants ont tiré sur tout ce qui bougeait. Les motifs de ces attaques demeurent flous, mais les autorités nigérianes ont ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces événements tragiques. Merci Karine, c'était l'actualité sur le continent. Après vous, la revue de presse nationale estampillée Epiphan Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Audit de la liste électorale, l'UP Le Renouveau se démarque et rejette. C'est la grosse information relayée par plusieurs publications ce matin qui nous informent qu'il s'agit d'un coup qui ne serait certainement pas sans répercussion sur l'initiative de l'audit du fichier électoral. Dans un communiqué publié hier sur ses canaux digitaux, l'Union progressiste Le Renouveau a marqué son désaccord sur le principe de l'audit du fichier électoral porté par le cadre de concertation de l'opposition. Le matinal, Fraternité, le potentiel, les 4 vérités, l'investigateur, l'informateur et bien d'autres publications en parlent et précisent que dans un premier temps, le parti du Baobab a jugé qu'il n'était ni cohérent, ni responsable pour une formation de la majorité présidentielle de soutenir une initiative mettant en doute un dispositif électoral qu'il a politiquement défendu et contribué à bâtir. Selon l'Union progressiste, le renouveau repris par Fraternité, l'organisation de l'audit, telle qu'elle est envisagée, découle d'une méfiance non partagée par le parti. Pour l'UP Le Renouveau, évoquer un fichier électoral reflète un décalage avec la réalité du cadre légal actuel et en outre, la proposition de créer un comité politique d'encadrement pour superviser le processus électoral a été jugée inopportune. Le parti estime selon les publications que l'ANEP en tant qu'organe purement technique a su déjà cette mission conformément aux dispositions légales et malgré ses réserves, l'UP Le Renouveau se dit prêt à collaborer avec l'ANEP et les autres parties prenantes dans le respect des lois. Et au regard de cette position de l'Union progressiste Le Renouveau, le matinal fait savoir que les réserves à l'initiative de l'audit du fichier électoral sont certes pertinentes, mais pour le citoyen lambda, elles pourraient s'assimiler à une fuite en avant et à une volonté d'entraver la transparence. D'aucuns prendraient cette position du parti comme un caprice d'enfant chéri de la République et plus loin. Fraternité fait remarquer que c'est l'UP Le Renouveau, le leader de la mouvance présidentielle, et les autres partis de la même obédience politique pourraient lui emboîter le pas, conclut la publication. Et dans la suite de cette revue, le balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuit. Selon l'informateur, le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines Samou Seydou Adambi était au Parlement ce lundi 25 novembre 2024 pour défendre le projet de budget de son département ministériel pour le compte de l'année 2025. Et selon le Canada du Nord, il s'agit d'un projet de budget d'un montant de 203 146 170 526 francs CFA contre 165 950 806 641 francs CFA en 2024, soit un accroissement de 22,41%. Ce budget est reparti selon le même journal à 1,98% du montant total pour les dépenses ordinaires, pour les activités de soutien aux 3 programmes métiers, pour la mise en œuvre des projets et programmes selon le même journal. Du document présenté par le ministre Samou Seydou Adambi aux membres de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale réunie depuis quelques jours au Parlement, il ressort que pour la gestion 2025, les investissements porteront principalement sur la poursuite des travaux de construction des infrastructures de production d'énergie électrique, pour la consolidation et la diversification des sources nationales de production et l'autonomisation en énergie électrique, la densification des mini-réseaux solaires, la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 25 MW à Pobert pour porter la capacité de production du site à 50 MW, la construction d'une centrale solaire à Kandji, la construction d'une centrale thermique sur le site de Glodigbe pour augmenter le parc de production et renforcer le mix énergétique du Bénin, connecter les industriels au réseau électrique et la zone industrielle au réseau de gaz, le renforcement du réseau de transport et bien d'autres activités qui sont prévues, concluent les publications. Et pendant ce temps, le crédit qui a été
été alloués au ministère de la Justice pour le compte de l'année 2025 s'élèvent à 37 655 467 244 francs CFA. Ce sont là les chiffres communiqués par le garde des Sceaux Yvon Détienois à la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, et ce budget va permettre entre autres la poursuite de l'équipement des services et les unités judiciaires en matériel informatique et logistique, à la réorganisation fonctionnelle des unités judiciaires et au renforcement de la ressource humaine, à la réalisation des infrastructures, à la mise en œuvre du travail pénitentiaire. Et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui a défendu un budget de près de 146 milliards selon les publications. Il s'agit d'un projet qui s'articule autour de deux budgets programmes, à savoir le budget du programme qui bénéficie de 14 992 millions environ pour renforcer le dispositif de production, de transformation et de commercialisation, et le budget du programme pêche et aquaculture qui est estimé à un peu plus de 7 milliards de francs CFA selon les publications. Et dans les dernières secondes, plusieurs publications nous informent qu'une enquête ouverte par les services compétents de la police républicaine suite au décès de Faisal Ouro, un jeune étudiant dans la ville de Parakou, a conduit à l'arrestation d'un commissaire d'arrondissement. Il s'agit selon les publications de Banitiki, responsable de l'unité de police du 2e arrondissement de la 3e villa statut particulier du Bénin. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est la fin du journal. On se donne rendez-vous demain à 19h pour une autre session d'information sur Fraternité FM. Toute l'équipe de préparation et de présentation de ce 19h vous remercie pour votre attention. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.